Bonsoir à tous, vous êtes sur Échange et vous avez bien fait parce que c'est l'émission qui reçoit ceux qui comptent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui pèse. Quinquagénaire qui a consacré sa vie au service des autres, notre invité connaît très bien la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, où ces luttes l'ont menée de façon régulière depuis 2020. Membre de la société civile, elle est devenue l'espoir de tout un peuple et le cauchemar du pouvoir ivoirien. Pulchérie Gbalé nous fait l'honneur d'être notre invitée. Bonjour Madame Gbalé. Bonjour Monsieur Maïzo. Je suis content de vous recevoir. Vous savez, généralement, on a beaucoup reçu des Congolais. Il y a aussi des Camerounais qui sont passés. Il y a des Français. Aujourd'hui, nous serons au pays de ceux qui ne voient pas. Or, ils voient très loin, ils ne voient rien. Bon, façon de commencer l'émission dans la bonne humeur parce que Madame Gbalé n'amène pas que des mauvaises nouvelles. C'est une femme qui montre aux autres femmes la voie qu'une femme debout peut sauver toute une nation. Alors, Madame Gbalé, comme c'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission, on aimerait découvrir un peu qui est Madame Pulchérie Gbalé. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis Pulchérie Edith Gbalé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, qui est une plateforme de la société civile. Je suis sociologue de formation. Sociologue de formation, vous avez fait la sociologie à l'université? Oui, j'ai fait la sociologie à l'université. Donc membre de la FECI? Non. Non, vous n'étiez pas membre? Non, à l'université, bizarrement, j'étais dans mon coin, je ne militais pas du tout. C'est en milieu professionnel que j'ai commencé à m'intéresser au syndicalisme. C'est venu un peu en retard, donc après l'université? Oui, un peu en retard, mais on s'y est engagé à fond. Et ça ne vous a pas rendu heureuse? Non, en fait, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a des peines, mais c'est tout ça aussi la lutte. Voilà, et c'est facile pour une femme de s'engager dans une lutte tout en sachant que dans un milieu phallocrate, ça peut être doublement dangereux. Bon, on ne s'engage pas en tant que femme, on s'engage en tant qu'être humain qui analyse son contexte sociopolitique et puis qui prend des décisions par conviction. Donc on s'engage surtout par rapport à ce qu'on voudrait défendre par rapport à une cause. Et quel a été le déclic pour que vous vous engagez? Bon, disons que depuis 2004, j'ai commencé dans le syndicalisme d'entreprise. Et en 2014, j'ai trouvé que les syndicats de l'entreprise où j'étais n'étaient pas suffisamment efficaces. Donc j'ai créé moi-même mon syndicat. Et puis après la crise de 2010, ce qu'on appelle pudiquement crise électorale. Crise post-électorale. Post-électorale. Voilà, de 2010, il y avait une justice des vainqueurs dans notre pays. Et je ne voyais pas les organisations des droits de l'homme s'impliquer pour défendre toutes les personnes qui étaient victimes d'injustice. C'est comme ça que j'ai décidé de créer moi-même mon organisation de la société civile pour porter la voix des plus faibles. Et lorsque vous avez créé cette organisation, comment ça a été réussi déjà au sein de votre entreprise? C'était pas facile à accepter parce que mon entreprise était parapublique, donc une entreprise quasiment d'État. Mais bon, je menais mes activités en dehors des heures de travail jusqu'à ce que j'aille en prison et qu'on me licencie abusivement. Mais pourquoi êtes-vous allé en prison? Je suis allé en prison la première fois par rapport au 3e mandat du président actuel. Parce que vous avez levé la voix contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara Ado. C'est ça, c'est ça. Nous avons été les premiers à mener une contestation contre ce 3e mandat qui pour nous... Mais pourquoi? Parce que dans notre constitution, on ne fait pas plus de 2 mandats. Et donc, on estimait qu'un 3e mandat, c'était un mandat de trop. D'autant plus que le 5 mars 2020, il avait dit devant le Congrès qu'il ne se représenterait plus, qu'il passerait la main à la jeune génération. Donc, on n'a pas compris pourquoi, lorsque le Premier ministre, Gon Coulibaly, est décédé, au lieu de le remplacer, qu'il se présente lui-même en prétextant d'un cas de force majeure.
Alors, lorsque vous faites cette protestation, la Constitution ivoirienne garantit ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit également, c'est les droits à la liberté des manifestations. Oui, tout à fait, tout à fait. En principe, c'est comme ça. Mais dans notre pays, malheureusement, ne sont autorisés à manifester que ceux qui manifestent pour des causes qui sont en faveur du pouvoir en place. Les autres sont quasiment réprimés. Alors, vous retrouvez à la MACA, oui, qui n'est pas bien réputé. Comment avez-vous trouvé ce milieu carcéral? Ça correspondait à vos appréhensions ou c'était un milieu carcéral comme tout autre, ou c'était particulièrement flippant? Bon, d'abord, personne n'espère se retrouver en prison. Donc, quand on y va, on a forcément des appréhensions. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ce milieu-là vraiment très triste. Mais après, on s'adapte. Et ça a duré combien de mois? 8 mois et demi. La première fois. Ouais. Oula. Et après, vous êtes sorti. Alors, lorsque votre famille venait vous rendre visite, dans leur regard, dans leur façon de parler, même si la famille, généralement, soutient dans pareilles circonstances, avez-vous senti un brin de reproche? Voilà. La tendance, c'est votre bouche qui vous a déjà, comme on dit chez vous. D'abord, je n'avais pas le droit de visite. C'est seulement mes avocats qui venaient me voir. Donc, vous imaginez déjà ce que c'est. Mais ma famille m'a toujours soutenue. Je n'ai jamais été réprimandée par ma famille. Elle me soutient jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque vous êtes sorti, allez, comme on dit en français, qui trop embrasse, mal étreint, vous embrassez encore d'autres luttes et rebellotes? Oui, mais on ne m'a pas donné le choix parce que pendant que j'étais en prison, j'ai été victime d'un licenciement abusif, contrairement même au texte en vigueur. Donc, c'est cette lutte-là maintenant qui était principalement mon activité et qui est demeurée mon activité. Donc, ils ne m'ont pas laissé le choix. Et après, vous avez embrassé quelque chose que toute l'Afrique a suivi. De toutes les façons, c'est un fléau. Hein, au niveau de toutes les grandes capitales, à Kinshasa, c'est vraiment un fléau. Des déguerpissements au profit des promoteurs immobiliers et des projets de BTP. Bon, on sait qu'Abidjan, c'est une ville où on construit beaucoup. On construit des routes, des ponts. Et on a déguerpi certaines populations et vous avez embrassé leur cause. Oui, en fait, c'est important de savoir qu'il y a une différence entre les déplacements de population et les déguerpissements. Vouloir déplacer des populations dans le cadre d'un projet de développement, c'est des choses qui se conçoivent, mais ça s'organise et ça se conçoit comme un projet de développement. C'est-à-dire que les populations à déplacer sont recensées, on leur explique pourquoi elles doivent partir, on les indemnise avant de les faire partir et de prendre possession du site. Donc, on respecte les droits de ces populations-là. Là, dans les déguerpissements, c'est plutôt sauvage. Et le drame, c'est que dans le cas de ce qui s'est passé à Abidjan, la plupart des sites qui ont été déguerpis, les populations n'ont pas été informées préalablement. On est tombé sur elles comme ça, au milieu de la nuit, on vient, on détruit tout, les gens sont désemparés, ils sont paniqués, ils n'ont même pas la possibilité de sauver quoi que ce soit. Donc c'est vraiment violent, c'est brutal et c'est inhumain. Pour un gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, se comporter de la sorte, c'est inacceptable. C'est ainsi que vous avez mis en place la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement. Oui. Lorsque vous demandez l'autorisation pour immatriculer votre ONG, disons votre organisation, les autorités l'ont-ils accepté facilement ou pas? Bon, on est déjà immatriculé en tant que plateforme alternative citoyenne ivoirienne. Donc, on n'avait pas besoin d'une autre immatriculation. Il s'agissait là, dans cette coalition, de réunir toutes les personnes victimes de déguerpissement et celles qui étaient menacées pour mieux les encadrer et voir comment on pouvait les aider à retrouver une vie normale et aussi à entrer dans leurs droits. Vous êtes une espèce de mère Teresa. Nous connaissons tous ceux qui s'intéressent à l'actualité africaine. Vu les médias où je travaille généralement, je travaille dans des médias internationaux, je suis l'actualité d'un peu partout. À une époque, il y a un hashtag qui a beaucoup circulé sur Internet, Free Pulcherie.
C'était lorsque on vous a arrêté. Donc tout le monde se bat pour vous sortir de l'ornière, y compris le président Konan Bédié qui est parti, le président Laurent Gbagbo. Et en 2022, vous vous rendez à Bamako, alors qu'il y avait 49 militaires ivoiriens qui étaient retenus au Mali, et les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire étaient très tendues. Était-ce une décision sage? Parce que ça vous a ramené en prison. Oui, en fait, ce qu'il est important de préciser, c'est que actuellement, je suis encore sous contrôle judiciaire. Donc, dans mon contrôle judiciaire, il m'est interdit de parler de cette affaire. Et de sortir du pays. Et de sortir Je suis quand même curieux que vous soyez en face de Oui, en fait, depuis le 3 février 2023 que j'ai été libérée après l'affaire des 49, toutes mes demandes de sortie du pays n'ont jamais reçu de réponse. Donc moi-même, j'ai été surprise que celle-ci ait été acceptée. Donc je suppose que maintenant, je peux sortir un peu. L'occasion de vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Oui, je suis venue à Paris parce que y a une fondation qui s'appelle la Fondation Magui Zombrot, qui depuis l'année passée a décidé de primer des femmes battantes, des femmes qui sont des modèles dans leur domaine d'activité. C'est ainsi qu'en 2024, j'ai été la lauréate de la première édition qu'on appelle l'étoile de la Zombrotte. Donc pour cette année 2025, la deuxième édition a eu lieu à Paris. Donc on m'a invité pour que je vienne passer le flambeau plutôt à la lauréate de cette année. Et vous lui avez passé Oui, ça s'est passé le samedi dernier. Madame Lydie Duchon a été nominée lauréate de cette année. Alors, votre parcours est parsemé de beaucoup de luttes. Lutte contre la cherté de la vie, lutte pour les meilleures conditions d'incarcération, lutte contre le quatrième, peut-être c'était le troisième à l'époque, probablement le quatrième mandat du président Alassane Ouattara, lutte pour la réconciliation et le retour de la paix durable, restauration de l'état des droits par la lutte contre les injustices et les abus, lutte contre les déguerpissements abusifs. Il y a beaucoup trop de luttes pour une même personne. Ouais, mais quand dans un même pays, il y a trop de problèmes, il y a beaucoup de luttes aussi. Chaque problème a sa lutte. Et vous vous départagez entre toutes ces luttes. Oui, puisque il était important, il est même toujours important que la société civile s'affirme. Parce que malheureusement, dans nos pays, on veut bâillonner la société civile, on veut faire croire que son rôle, c'est seulement d'aller encadrer les populations rurales ou travailler dans le domaine de l'environnement, alors qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui déterminent l'avenir même de nos pays, c'est-à-dire les questions politiques. Tout se décide au niveau politique. Donc, il est important que la société civile se prononce sur les décisions politiques, sur les différentes politiques qui sont menées, parce que tout ça a un impact, malheureusement, souvent très négatif sur les populations. Donc c'est important que nous, en tant que société civile, en tant que peuple, nous puissions dire à ceux qui nous gouvernent ce qu'on souhaiterait. C'est vraiment important. La société civile, lorsqu'elle est dans le social, ça arrange le politique. Mais par contre, lorsque vous vous intéressez à des questions qui peuvent toucher à la politique, on estampille la société civile comme étant d'opposition. Oui, mais on n'a pas besoin de l'avis de ceux qui nous gouvernent pour parler de nous, notre avenir. Parce que quand c'est les périodes électorales, ils viennent avec beaucoup de promesses, ils sont très démagogues, et à la pratique du pouvoir, on se rend compte qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au bien-être social des populations, et ils prennent aussi des décisions politiques qui ont des impacts négatifs sur l'avenir de nos populations. Donc, on n'a pas besoin de leur avis pour le faire. Il y a quelque chose qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique qui devrait être adopté au niveau des organisations de la société civile, parce que c'est ça qui nous permet d'analyser, d'observer la vie politique et puis de faire nos propositions. Donc, c'est vraiment important qu'on s'engage un peu plus au niveau politique. Ce qui peut paraître normal, mais les politiques vous considèrent comme une opposante. Oui, mais c'est ceux qui n'ont rien compris. Ceux qui n'ont rien compris. Parmi les acteurs politiques, parce que c'est important aussi de le repréciser chaque fois qu'on le peut,
il y a 3 catégories d'acteurs politiques. Il y a les acteurs partisans, donc ceux qui sont dans les partis politiques. Il y a les acteurs idéologiques. Les acteurs idéologiques, c'est vous les journalistes, ce sont les universitaires, c'est tous ceux qui contribuent à la réflexion pour faire avancer notre société. Et puis, il y a la société civile. Donc, nous sommes déjà de plein pied dans la politique à partir du moment où on fait des observations sur la gouvernance. Puisque la politique, quand on veut simplifier, c'est la gestion de la cité. Donc, à partir du moment où on s'intéresse à comment on gère notre société, comment on gère notre pays, nous sommes déjà de plein pied dans la politique. Donc, si eux, ils font la politique, il ne faut pas qu'ils diabolisent les autres qui viennent aussi apporter leur contribution à la politique dans le sens du bien-être des populations. Donc, il n'y a pas de complexe à se faire. Nous sommes de plein pied dans la politique, mais en tant qu'acteurs de la société civile pour faire des dénonciations, mais aussi pour faire des propositions. Lorsque je regarde l'ensemble de vos luttes, il y en a un qui manque. Or, vu votre tempérament, vous devriez prendre ces problèmes à bras le corps. Oui. Le problème du Probo Koala, qui a fait des morts au port d'Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a échappé ou ça ne vous intéressait pas? Non, c'est pas que ça ne nous intéressait pas. Au moment où le problème du Probo Koala a éclaté, il y avait beaucoup d'organisations de victimes qui avaient déjà commencé à s'organiser. C'est vrai qu'on touche à un peu de tout, mais on ne peut pas parler de tout aussi. Donc, il y a des luttes qu'on laisse les autres porter, sinon c'est très très important et c'était vraiment dramatique. Alors, avant de vous poser la prochaine question, la Côte d'Ivoire, c'est la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest, oui, excepté le Nigeria, mais en tout cas côté francophone. Oui. C'est la plus grande économie, c'est un pays qui a une croissance économique assez respectable, c'est un pays qui s'est bâti et qui s'est construit. Vous n'êtes pas logé à la mauvaise enseigne. Vu d'autres coins de l'Afrique, surtout où il y a des pays désorganisés extrêmement pauvres, on a comme l'impression que certains Ivoiriens en demandent trop. C'est une fausse impression? Oui, c'est une fausse impression parce que, bon, elle vient de l'extérieur et c'est normal. Nous qui sommes à l'intérieur, nous ne nous définissons pas par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Nous nous définissons par rapport aux principes qui devraient régir notre société, par rapport à nos textes, par rapport aussi aux promesses électorales qui ont été faites. Donc, c'est tout ça qui fait que, malgré la croissance qu'on présente à l'extérieur, nous portons une autre voix, celle des personnes qui sont oubliées, celle de ceux qui ne profitent pas de cette croissance qui est plus macroéconomique que microéconomique. Au niveau microéconomique, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il paraît que c'est une société inégalitaire. Il y a d'un côté les gratte-ciel d'Abidjan et de l'autre côté le monde rural qui est laissé pour compte, à part les cacao, qui n'est pas vendu à sa juste valeur. Est-ce que c'est une fausse impression ou en tant qu'Ivoirienne, vous confirmez? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un grand fossé entre une élite qui profite de tout et la masse qui fait au moins 90% des populations, celle des paysans, celle de tous ceux qui sont dans le secteur informel, qui pourtant est un moteur de l'économie aussi. Hein. Mais toutes ces populations-là ne bénéficient pas de cette croissance parce qu'elles sont étouffées par beaucoup de choses. Elles sont étouffées par la fiscalité, elles sont étouffées par la mauvaise gouvernance en général, parce que la corruption a tellement gangréné notre société que finalement, même ce qui est décidé au niveau politique ne s'applique pas dans les faits. Donc, les étudiants, les paysans, les fonctionnaires, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. En tout cas, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une société où toutes les institutions sont en dysfonctionnement. Du coup, c'est le peuple qui paye pour tout. Alors, maintenant, on est à la veille d'une élection. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que le pays n'est pas complètement guéri, puisque les élections de 2010 se sont très mal passées. On a vu même des déclarations d'un Français du nom de Bourgi, qui connaît un peu l'Afrique, qui déclare que bon, les résultats qu'on a eu en 2010, ce n'étaient pas ces résultats-là. On sent quand même que il y a une espèce de tension qui ne dit pas son nom. Oui. Maintenant, les RHDP
a demandé au président Ouattara de se représenter. Lui n'a pas encore répondu. Nous pensons peut-être par stratégie, parce qu'il veut savoir un peu en face pour ne pas donner peut-être aux opposants la possibilité de se déterminer par rapport à sa décision en lui. Vous, membres de la société civile, que pensez-vous de ces probables 4 mandats? Bon, en fait, il faut dire que nous sommes très inquiets. Nous sommes inquiets parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation véritablement au niveau de la Côte d'Ivoire. La réconciliation s'est faite sans impliquer tous les acteurs. Et donc, elle n'a pas eu des résultats positifs. Il n'y a pas eu de réconciliation et nous allons encore vers une autre élection. Et comme désormais, malheureusement, nos élections présidentielles sont devenues à haut risque, il y a des lieux de s'inquiéter puisqu'on est déjà en pleine crise préélectorale. La majorité des leaders de l'opposition ont été radiés et leurs partis politiques les maintiennent comme candidats. Vous voyez que c'est déjà une grosse tension. Monsieur Babo, Monsieur Tidiam Thiam, Monsieur Blé-Goudé, Monsieur Soro-Guillaume, tous ceux-là ne sont pas sur la liste électorale. Alors que leurs partisans les maintiennent comme candidats de leur parti. Donc là, c'est déjà une crise. L'autre chose, c'est l'organe même qui organise les élections. La commission électorale indépendante n'a plus la confiance de la majorité des acteurs. Elle n'a plus la confiance de l'opposition. Elle n'a plus la confiance d'une partie de la société civile, dont la nôtre, parce que c'est censé être un organe, on va dire, équilibré. Mais, par exemple, je vous dirais que pour ceux qui représentent la société civile, au niveau de la commission électorale, nous autres ne savons pas comment ils ont été identifiés. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consensus autour même du choix de ceux qui devaient être dans la commission. Et aujourd'hui, il y a 2 partis de l'opposition les plus importants qui sont sortis de la commission électorale. Donc, il y a une crise aussi à ce niveau-là. On n'a pas confiance en l'organe qui organise les élections. On n'a pas non plus confiance, on n'en parle pas ces derniers temps parce que c'est la commission électorale qui actuellement est en train d'agir. Mais après, il y a le Conseil constitutionnel aussi qui n'inspire pas non plus confiance puisque les membres de l'élection. Voilà, le juge de l'élection est nommé par le président de la République. Vous voyez bien que, on va dire, l'indépendance des membres de cette institution n'est pas forcément garantie. Donc, on a l'impression, et aussi, il n'y a pas de dialogue politique. C'est-à-dire que le dernier dialogue politique en Côte d'Ivoire s'est terminé en mars 2022. Donc, ça fait 3 ans que les acteurs politiques ne se sont pas assis pour se parler. Dans un contexte où la réconciliation n'est pas effective, dans un contexte où on n'a pas confiance en la CEI, on n'a pas confiance en la liste électorale. On soupçonne que le fichier électoral, une partie du fichier électoral serait corrompue. Voilà. Donc s'il n'y a pas de dialogue, nous sommes malheureusement exposés à une autre crise électorale. Parce que là, la crise préélectorale est déjà en cours. Et cette fois-ci, le bouc émissaire, ça sera qui selon vous? Les étrangers encore? Parce que c'est quand même un pays assez ouvert, un des pays les plus accueillants d'Afrique. Les étrangers, c'est pas eux qui seront le bouc émissaire. Si je dis cela, c'est par rapport à la façon dont la question de l'ivoirité a été posée. Je n'accuse pas la Côte d'Ivoire, je sais que c'est un des pays le plus ouvert, le plus accueillant d'Afrique. Oui, les pays de l'Aquaba, on a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais la façon dont les choses ont été présentées, bon, je sais que la presse occidentale y a été de beaucoup. C'est comme si l'énorme population venue du Burkina Faso, du Mali, c'est comme si c'est cette population-là qu'on a instrumentalisée pour créer les problèmes électoraux qu'on a créés la fois passée. Bon, ça c'est une question qui est très délicate. Ce qui se dit, c'est qu'il y aurait beaucoup d'étrangers qui seraient inscrits sur la liste électorale. Mais à mon avis, c'est pas ça le premier problème. Le premier problème, c'est que nous avons connu beaucoup de crises. Il aurait été logique, si on veut vraiment des élections apaisées, qu'on ouvre
le dialogue politique. Et c'est dans le cadre de ce dialogue politique que les questions, toutes les sources de conflits allaient être mises sur la table pour être désamorcées à travers un consensus, à travers des compromis entre tous les acteurs politiques pour aller à des élections apaisées. Donc, ce n'est pas de prendre les problèmes de façon individuelle, c'est de les prendre de façon globale et d'en discuter en toute responsabilité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture pour ce dialogue. Et c'est ça qui est le vrai problème actuellement. Parce que le dialogue permettrait de désamorcer la crise qui est en vue, la crise qui a déjà commencé et qui pourrait s'intensifier si rien n'est fait. Comment voyez-vous l'avenir immédiat de la Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année? Bon. Êtes-vous pessimiste ou optimiste? Il n'y a pas à être optimiste dans un contexte où on est en année électorale et où il n'y a pas de dialogue. Il y a deux scénarios possibles. Le pouvoir en place ouvre le dialogue. Cela permet à tous les acteurs politiques de se parler pour trouver un consensus afin d'aller à des élections apaisées. Parce que tenez-vous bien, dans notre code électoral, il est inscrit que la révision de la liste électorale se fait de façon annuelle. Et dans une année électorale comme celle-ci, la commission électorale refuse d'actualiser la liste électorale. Alors que si elle le faisait, le problème, par exemple, du président du PDCI serait réglé. Il s'inscrirait sur la liste. Vous voyez, sans compter toutes les failles de la révision de la liste 2024 qu'on allait pouvoir corriger. Donc, il y a deux scénarios. Ou bien on ouvre le dialogue pour trouver des solutions, quitte à reporter même l'élection pour pouvoir mener tout ce qu'il faut faire pour aller à la paix. Parce que ça ne servirait à rien de vouloir respecter les délais constitutionnels pour déboucher sur une crise. Ça, c'est mon avis. L'autre option, c'est qu'il n'y a effectivement pas de dialogue. La crise électorale s'intensifie et ça nous mène à une autre crise plus grave que même celle de 2020 ou 2010. L'ennui, puisque les opposants sont déterminés, le pouvoir n'a pas l'intention d'ouvrir le dialogue, ça ne peut mener que vers une crise. Donc il y a deux possibilités. La configuration géopolitique de la région a changé. Le Burkina Faso n'est plus favorable au pouvoir et vu de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est devenue comme les bras armés de la France contre les pays de l'AES. Ça risque d'être plus grave qu'avant. En tout cas, le contexte géopolitique est assez difficile. On a des pays autour de nous qui sont en proie au terrorisme. On apprend qu'ils sont aux portes aussi de la Côte d'Ivoire. Donc l'idéal aurait été que véritablement le pouvoir en place ouvre le dialogue parce qu'effectivement s'il y a une crise, on ne peut pas imaginer maintenant toutes les proportions que cela pourrait prendre avec nos voisins avec lesquels on n'est plus en de très très bons termes. Donc, ce qui peut provoquer un tremblement de terre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, mais on espère qu'on n'en arrivera pas là. D'autant plus que la CEDEAO a un genou à terre, donc elle ne sera d'aucun secours peut-être. Bon, par rapport aux institutions régionales, il faut dire qu'elles travaillent très mal. Normalement, et l'Union africaine et la CEDEAO devaient être dans la prévention. Les signes avant-coureurs d'une crise sont là. Et ils viennent, ils font des missions sans résultat véritable. Alors que c'est maintenant que ces institutions-là devraient essayer de concilier les parties pour éviter qu'il y ait une crise. En tout cas, moi, je suis très déçu de la façon dont ces institutions-là fonctionnent. Elles ne sont pas impartiales. Elles ne travaillent pas comme il se devrait pour prévenir les conflits et puis après elles viennent se mêler des choses alors que c'est trop tard. C'est dommage. Alors cette question, je la pose à une Ivoirienne. Oui. Je la pose pas, je vais dire à l'activiste que vous êtes, mais je la pose à une Ivoirienne et là c'est mon regard d'Africain panafricaniste qui me pousse à poser cette question. À une certaine époque, la Côte d'Ivoire était perçue comme une espèce de petite France et ce qui dérangeait beaucoup de panafricanistes, c'était tous ces noms français. Vous avez un avenue Giscard d'Estaing à Abidjan, vous avez un avenue Charles de Gaulle à Abidjan. Or, les deux, surtout Charles de Gaulle, si c'est 1 euro ici en France,
par rapport à la colonisation, ce n'est pas 1 euro en Afrique. Là, on commence à faire ce que Kinshasa avait fait des années durant, c'est d'africaniser, d'authentifier le nom de la ville, le nom des avenues. Je vis qu'en Côte d'Ivoire, c'est un premier pas. Est-ce que c'était le regard extérieur qui a fait? C'est là où il y avait une prise de conscience interne que nous avons notre terre, nous avons nos héros, et qu'on pouvait nommer nos villes, nos quartiers, nos avenues par rapport au nom de nos héros. Est-ce que c'est un regard extérieur qui a poussé les Ivoiriens à à mettre en place ces mouvements, ou c'est vraiment une conscience interne qui est venue et vous vous êtes dit, voilà, on y va, on ivoirianise. On ivoirise. On ivoirise. Bon, Côte d'Ivoire, déjà c'est en français. Bon, oui. On ivoirise nos rues. Ouais, voilà. Oui, ça c'est une initiative qui est à saluer. C'est le pouvoir en place qui a pris cette décision et c'est une très très bonne décision. Donc on est en train de refaire l'adressage des rues en donnant maintenant des noms des personnalités du passé qui ont marqué la Côte d'Ivoire et qui sont ivoiriens. Ça c'est vraiment une très bonne chose à mon avis. C'est une très bonne chose. Maintenant, c'est pas suffisant. Il suffit pas de changer les rues pour que les choses changent. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait, c'est que le système même change. Il faudrait que nos dirigeants revoient même les curricula au niveau de l'éducation. Voilà. Parce que être francisé dans la culture, ça ne change pas seulement par rapport aux rues. Voilà, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Est-ce qu'à l'école aussi, c'est l'histoire de nos vaillants héros, notre propre histoire qu'on nous raconte? Ce qu'on appelle l'enseignement, nos ancêtres et les Gaulois. Même au niveau du tourisme, on ne valorise pas nos curiosités touristiques, alors qu'on a vraiment beaucoup de choses. Donc, si on veut vraiment valoriser notre patrimoine culturel, c'est de le faire en donnant l'exemple. Voilà, quand on décide d'aller en vacances, on va chez les autres, alors que chez nous-mêmes, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, hein, c'est pas suffisant. Changer les rues, c'est pas ça qui témoigne réellement de la volonté d'africaniser un peu tout notre système. On a remarqué ces derniers temps qu'au niveau des sociétés civiles africaines, il y a cette volonté de travailler ensemble parce que beaucoup ont compris que lorsque ça brûle chez les voisins, il faut intervenir, sinon le feu risque de traverser jusqu'à chez soi. Alors, vous qui êtes ivoirienne, vous qui avez une histoire de lutte, quelles sont les luttes, déjà en Afrique de l'Ouest ou dans toute l'Afrique, qui vous inspirent? Bon, parce que tous les pays ont des problèmes. On a entendu parler de la loucha à chevaux. Au Congo, oui. Oui, on a vu le ballet citoyen. Il y a les combattants en Europe. Voilà. Bon, on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans les autres pays. Mais bon, on n'a pas encore unifié nos luttes. Mais on se parle. Je ne peux pas dire sur ce plateau ici avec qui je suis en contact. On ne va pas vous demander de révéler certains secrets. Voilà, mais sinon on se parle, on se soutient parce qu'effectivement, comme vous le dites, on a compris que nos destins sont liés. Un des sujets de prédilection lorsque les sociétés civiles africaines se parlent, surtout de la zone francophone, c'est les francs CFA. Quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion même, c'est qu'on devrait changer nos dirigeants. C'est de là que tout part, en fait. On peut ne pas vouloir du franc CFA, mais tant qu'on sera dirigé par des gens qui sont pour le franc CFA, ça ne changera rien. Aujourd'hui, nous avons besoin à la tête de nos pays de gens qui épousent l'idéologie panafricaniste. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, nous, on ne peut qu'être contre le franc CFA, ça c'est clair. Maintenant, comment on fait pour que les choses changent? Moi, je dis qu'il faut changer nos dirigeants. Tant qu'on n'aura pas de dirigeants qui sont dans l'esprit panafricaniste, il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas. On pourra parler, on pourra manifester, on va nous emprisonner, mais les choses ne bougeront pas. Généralement, on dit qu'en Afrique, les hommes ont échoué, c'est le moment des femmes. À quand une femme présidente de la Côte d'Ivoire? Bon, ça c'est Dieu qui le sait. Mais c'est vrai que les hommes nous ont apporté la guerre. C'est vrai
que les hommes, dans leur gestion, n'ont pas forcément intégré la sensibilité féminine qui pourrait faire la différence, parce que vous voyez, dans les partis politiques même, on ne fait pas la promotion des femmes. On les limite à la restauration, à la mobilisation. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont créé des partis politiques, mais les partis les plus importants sont tenus par des hommes. Donc moi, je pense qu'il faut de plus en plus former les femmes, les mettre en confiance pour espérer que demain, effectivement, on puisse avoir une femme, pourquoi pas, à la tête de notre pays. On verra bien ce que ça va donner. Au-delà de la compétence, qu'est-ce qu'elle va apporter de spécifique pour que les choses se fassent autrement? Je pense que les femmes sont des mères, elles sont des sœurs, elles sont des épouses. Elles ont une sensibilité qui les porte beaucoup plus vers le social, alors que dans nos pays, nous avons souvent des dirigeants qui écrasent les populations. Donc, à mon avis, si une femme dirige un pays, elle sera beaucoup plus encline à développer une politique sociale réelle qui va permettre aux populations de s'émanciper, de se développer à tout point de vue. Donc pour moi, la sensibilité féminine manque dans nos gouvernances. Alors, si on imaginait un scénario où vous êtes candidate à l'élection présidentielle, Oui. dans votre programme, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre programme que les autres candidats... Quelle est votre originalité, en fait? Bon, je n'y ai pas réfléchi parce que je ne suis pas candidate. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il est important, vraiment important, de lutter contre la corruption. Parce que la corruption a tellement gangréné nos sociétés qu'on a un inversement des valeurs. On finit par faire croire au peuple que tout ce qui est mauvais, c'est ce qui est juste. Donc, si moi j'étais candidate, je mettrais l'accent sur la lutte contre la corruption, je mettrais l'accent sur la lutte pour la protection de l'environnement, parce que l'environnement, c'est notre cadre de vie. On détruit nos forêts, notre cadre de vie est insalubre. C'est dommage parce que tout ça, ça joue aussi sur la santé. L'équilibre écologique détermine même l'équilibre même du pays en général. Parce que si l'équilibre écologique n'est pas respecté, ça joue sur l'économie, ça joue sur beaucoup d'autres choses. Donc je pense que l'environnement, c'est très important. Je pense que je mettrai aussi l'accent sur le social. Parce que on a beaucoup d'infrastructures qui manquent au niveau de nos populations pour aider. Vous voyez même les femmes qui sont dans les marchés, s'il y avait des crèches aux abords des marchés, ça leur permettrait de mieux travailler sans que leurs enfants ne soient en danger. Au niveau même de la santé, on a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de sécurité sociale, de système de protection sociale qui garantissent un minimum aux populations. Donc je pense qu'il y a l'éducation aussi. Voilà, c'est qui est très cher. Il faut ouvrir, parce que c'est en formant des citoyens de qualité qu'on peut avoir une société de qualité. Donc il y a tous ces aspects-là que j'aurais pris en compte si j'étais candidate. Il y a un phénomène ces derniers temps en Afrique. Et puis il y a les droits de l'homme, excusez-moi. Surtout. Les droits de l'homme, c'est vraiment important. Nous avons des dirigeants qui, quand ils sont dans l'opposition, exigent le respect des textes. Mais une fois qu'ils viennent au pouvoir, non seulement eux-mêmes, ils ne respectent pas les textes, mais ils font pire que leurs prédécesseurs en matière de violation des droits de l'homme. Il faut qu'on arrive à avoir des États qui soient véritablement de droit. Parce que la justice dans nos pays est trop défaillante. C'est vraiment dommage. On parle de séparation des pouvoirs, mais l'exécutif dirige tout. Et finalement, il n'y a pas réellement de séparation des pouvoirs. Ça donne lieu à des violations. Donc les droits de l'homme, c'est vraiment très important. Et lorsque vous parlez des droits de l'homme, vous êtes une personne qui a été incarcérée. Et on connaît les conditions d'incarcération, surtout en Afrique. À la sortie de la prison, vous avez engagé une lutte pour améliorer les meilleures conditions dans le milieu carcéral, parce que là-bas, déjà, il n'y a pas une bonne nourriture, oui, il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et
Et à la sortie, on y sort peut-être traumatisé, parce que dans quelques jours, on va recevoir, je crois, on a reçu, pardon, parce que ça, on l'a reçu il y a quelques jours, parce qu'on va les recevoir pour une deuxième fois, oui. Un psychiatre qui a un peu étudié tous ces dossiers. Oui. Quand quelqu'un sort des prisons, y a-t-il des mécanismes de suivi, un accompagnement? Non, il n'y a rien du tout. Il faut même parler déjà même du milieu carcéral lui-même. On parle de maison d'arrêt et de correction. Bon, aujourd'hui, ils ont changé le nom. On dit pôle pénitentiaire d'Abidjan. Mais il n'y a rien au niveau des prisons pour aider les prisonniers à s'améliorer, à être de meilleures personnes. Vous voyez? Il n'y a pas de formation. Même la pratique du sport est limitée. Il n'y a rien du tout. Et ça, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème parce que ça joue sur le moral de ceux qui ne sont pas forts et ça les rend violents. Et donc, ça fait que les gens sortent plus mauvais qu'ils ne sont entrés, pour ceux qui ont la chance de sortir. Parce que les mauvaises conditions, là, engendrent aussi beaucoup de morts. On n'en parle pas souvent, mais c'est terrible. C'est terrible. Les conditions sanitaires. Non seulement il n'y a pas d'hygiène, mais quand les gens sont malades, pour les soigner, c'est vraiment difficile. L'infirmerie n'est jamais suffisamment équipée. Quand on a besoin d'évacuation sanitaire, ce n'est pas automatique. Donc, ça fait que vraiment, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et quand les gens sortent, ils sortent et puis c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnement. Même ceux qui sont victimes d'injustice, on leur aura perdu du temps, on aura détruit leur vie de famille, il n'y a pas de compensation, il n'y a rien du tout. Et comme il n'y a pas d'accompagnement psychologique, il n'y a rien du tout. Madame Pulchérik Ballet a ouvert la boîte de Pandore des droits de l'homme. Il y a un droit, parmi les droits de l'homme, qui est très violé en Afrique. Je pense que c'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est le droit des femmes et des jeunes filles, surtout en milieu scolaire. Le phénomène des notes sexuellement transmissibles. On sait qu'en Côte d'Ivoire, aussi, c'est un des pays qui est dans le peloton de tête dans ces phénomènes. Qu'est-ce que la société civile peut mettre en place pour amener les pouvoirs à réprimer ce genre de violations des droits de l'homme? Bon, vous savez... Et quand je dis homme, c'est H majuscule, donc la femme. Chaque gouvernement a ses priorités. Chaque gouvernement a ses priorités et il y a tellement de problèmes. Tout ce que la société civile peut faire par rapport à ça, c'est de sensibiliser, c'est de faire des propositions aux gouvernants pour qu'il y ait dans chaque établissement des cellules pour encadrer les jeunes filles, même les jeunes gens, parce que maintenant, avec cette affaire d'homosexualité, personne n'est à l'abri des abus, même les jeunes garçons aussi. Et donc, je pense que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, faire des propositions. Maintenant, après, il faut qu'on nous écoute. Homosexualité que les Ivoiriens ont popularisé sous le nom de Woubi. Oui. Bon, en tout cas, la langue qu'on parle, les Nouti, c'est une langue qui prend... Oui, les Ivoiriens sont très forts pour créer des mots. Et puis, ils imposent leur langue. Voilà. Avant, c'était les Lingala qui s'imposaient grâce aux musiciens congolais. Mais là, maintenant, les Nouti commencent à prendre un peu le dessus partout en Afrique. Alors, si vous avez un conseil à donner aux autres sociétés civiles de l'Afrique, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que notre responsabilité est très grande. Parce que souvent, nous travaillons dans des États qui ne respectent pas les droits. Donc, il faut être courageux, il faut être teigneux, il faut être déterminé pour quand même dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Parce que c'est d'être complice que de se taire devant l'injustice que subit des populations qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Donc c'est vraiment une grande responsabilité. L'autre chose, c'est de leur dire de s'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui détermine tout ce qui nous concerne. Donc il faut s'intéresser à la gouvernance dans nos pays.
il faut s'intéresser à la politique, il faut se prononcer sur toutes les politiques publiques qui sont menées et les décisions aussi qui sont prises, qui enfreignent aux principes démocratiques. Il faut pouvoir s'intéresser à tout, il faut pouvoir s'affirmer. Voilà. Et il faut pouvoir être conscient du fait que tous les pays d'Afrique ont pratiquement les mêmes problèmes. Pratiquement. Donc, il y a une nécessité d'une solidarité aussi entre nous pour pouvoir faire changer l'Afrique. Je maintiens qu'il faut que nos dirigeants changent. Il faut qu'on ait des dirigeants panafricanistes pour être sûr que les intérêts des populations soient réellement préservés. Au cours de cette émission, vous avez cité un mouvement citoyen, la Lucha. Et sur cette chaîne, il y a la majorité des web téléspectateurs, bien qu'ils sont un peu partout en Afrique et dans le monde, mais la majorité sont d'origine congolaise. C'est un pays qui vit un drame particulier, le plus grand drame après la Deuxième Guerre mondiale, vu que le pays, potentiellement, c'est un des pays les plus riches du monde et c'est un pays qui a toujours... J'y suis déjà allé, c'est très impressionnant le Congo. Oui, c'est un pays qui a toujours eu une relation particulière avec la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Congo, c'est la cuisine et la Côte d'Ivoire, c'est les restos où on sert. Donc, le Congo produit la musique et c'est en Côte d'Ivoire où cette musique est propulsée à travers le monde parce que beaucoup d'artistes congolais sont passés par Abidjan avant d'aller éclore un peu partout dans le monde. Vu de Côte d'Ivoire, comment appréhendez-vous la situation ou comment comprenez-vous la situation du Congo? Par principe, je n'aime pas trop me prononcer sur ce qui se passe dans les deux pays, dans les autres pays plutôt. Pour la simple raison que quand on a connu notre crise de 2010, il y a eu beaucoup de désinformation dans les médias. Les gens vous parlent de votre pays, mais vous êtes surpris, vous vous demandez d'où ils viennent. Surtout avec les Camerounais. Ils prennent leurs informations. Oui. Les Ivoiriens, les Camerounais, moi je les appelle, c'est des frères ennemis entre guillemets. Bon, c'est des peuples frères, mais sur Internet, ça... Donc par principe, j'évite de me prononcer publiquement sur ce qui se passe dans un pays où je ne vis pas. Donc souffrez que je ne puisse pas répondre à cette question. Voilà. Bon. Je n'en maîtrise pas tous les contours. Bon, elle n'est pas encore dans la politique active, mais elle sait dans certaines questions. Mais je sais que le Congo est un très beau pays. Vous avez beaucoup de richesses et je crois que c'est ça qui est votre problème. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, on va demander à la femme que vous êtes à prodiguer un conseil aux jeunes, surtout les jeunes filles, mais aux jeunes en général. D'accord. Je voudrais dire aux jeunes que on leur dit qu'ils sont l'avenir. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Ils sont d'abord le présent, tout simplement parce que en Afrique, ce sont les jeunes qui constituent la majorité de la population. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 75%. Donc, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas participer au développement de son pays. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit rester seulement dans le divertissement. Il faut que les jeunes soient conscients de leurs responsabilités, qu'ils se forment, qu'ils se forgent pour prendre une part active dans le développement de nos pays. Il faut qu'ils soient plus responsables. Il faut pouvoir faire la part des choses, équilibrer la formation avec le divertissement. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les jeunes sont beaucoup plus dans le divertissement que dans la formation. Et ça, c'est très, très dangereux. Surtout avec les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience que leur avenir dépend de ce qu'ils seront dans le présent. Donc, moi, je les encourage à être plus responsables, à être plus conscients du fait que s'ils sont des citoyens de qualité, ça va donner un avenir de qualité aussi pour eux. Je voudrais aussi les exhorter à ne pas, à être plus responsables. C'est-à-dire que chez nous, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais chez nous, les jeunes, il y a une expression qu'on dit bon petit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'ils se mettent sous la coupe de certains responsables politiques à qui ils obéissent aveuglément. Au Congo. Voilà, il n'est pas question de faire les choses aveuglément. Notre société est régie par des principes. Il faut connaître ces principes. C'est important de connaître les textes. C'est important de connaître les principes démocratiques. Et c'est en fonction de ça
qu'on se détermine dans tout ce qu'on fait. Donc vraiment qu'il soit beaucoup plus lucide, qu'il soit beaucoup plus responsable. Se mettre sous la coupe de quelqu'un qui n'est pas forcément de bonne moralité, c'est détruire même son avenir. Et aux jeunes filles, c'est de leur dire de ne pas être complexées. Moi, je ne suis pas pour la distinction entre l'homme et la femme quand il s'agit du développement. C'est une affaire de compétence, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire de détermination. Chacun doit regarder en lui pour savoir quelle cause il pourrait épouser et s'y engager, parce que nous ne devons pas vivre pour vivre. Chacun doit avoir un impact positif sur la société, qu'on soit homme ou femme. Une autre cause qui fera peut-être l'objet d'une lutte de la part de Mme Pulchéry Ballet, c'est ce phénomène des enfants qu'on appelle entre guillemets microbes. Ah ouais, ça c'est vraiment un problème. Chez au Congo, microbes en Côte d'Ivoire. Oui, ce sont les déchets de la guerre, ce sont les conséquences de la guerre. Après, il n'y a pas eu de cadre véritablement pour les réinsérer. Et c'est tout ça qui, en fait, c'est la preuve d'une mauvaise politique pour la jeunesse, en fait. C'est à ça que ça peut se résumer, je pense. Terrible. Voilà, c'était vraiment un honneur de recevoir Mme Pulchéry Ballet. Si vous tapez ce nom sur Internet, vous verrez, c'est vraiment hyper documenté. Elle a fait beaucoup de choses, comme quoi aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et des passages à Paris, nous ne pouvions rater l'occasion de la voir dans notre studio. C'était échange depuis les studios EPV TV, réalisé par Constant Efouanga Esoué. Nous remercions ceux qui vous accompagnent pour cette émission. Il y avait Madame Maggie Zombrotte et son mari, Monsieur Olivier Blé. Et on remercie Monsieur Nyankouri depuis Los Angeles, oui, qui nous a donné un petit coup de main pour que cette émission puisse se réaliser. Échange est une émission qui donne la parole à ceux qui comptent. 80% des émissions sur la chaîne YouTube Kerwin Maïzo, des émissions Échange sont en français. Les émissions Analyse, c'est en lingala. Donc si vous tapez Échange ou vous tapez Conférence, vous verrez beaucoup de conférences où des intellectuels viennent parler de l'Afrique, des sujets divers, des sujets de géopolitique, des sujets qui peuvent vous intéresser. Au Congo, il y a une expression, au Koti Wenze Tambola, c'est-à-dire quand tu arrives au marché, avant d'acheter, il faut visiter tous les rayons. Donc lorsque vous rentrez dans cette chaîne YouTube, essayez d'aller un peu dans tous les rayons, sûrement que vous y trouverez votre compte. À tous les Ivoiriens, où que vous soyez, San Pedro, Abidjan, Bouaké, Abengourou, où que vous soyez, nous vous saluons chaleureusement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.